Ok, donc moi je vais vous parler des outils du dépistage. Alors on a une vidéo qu'on aimerait bien vous montrer dans son intégralité, donc je vais passer assez rapidement sur les premiers points, d'autant plus qu'il y a des choses qui ont déjà été évoquées. Je vais parler notamment du chat, du mChat et du SCQ. Voilà, et on va parler donc du chat, qui est un outil qui est aussi recommandé par la HAS pour le diagnostic. Il a été créé en fait pour tester la prédiction du diagnostic chez des enfants en fait, qui ne présentent pas à 18 mois les signes comme la tension conjointe, le jeu symbolique, le pointage proto-déclaratif. Donc c'est une échelle en fait, qui se passe assez rapidement, en 5 à 10 minutes. Il y a deux sections. Une section où on questionne en fait, les parents. Donc il y a plusieurs registres. Deux items clés sur cette partie. Sur la partie du clinicien, là vous avez 5 questions, enfin en réalité 5 situations dans lesquelles on observe l'enfant. Et dedans 3 items clés. Donc le chat, c'est Simon Baron-Cohen qui l'a développé en 92. Voilà, donc c'est les notions de faire semblant, attention conjointe qui étaient à observer sur ces... voilà, sachant qu'on a un développement normal qui se situe pour entre 12 et 15 mois pour le faire semblant, l'attention conjointe 9-14 mois. Donc on observe les difficultés de développement dans 3 domaines, le jeu de faire semblant, le pointage, donc celui qui, voilà, on rappelle celui qui permet d'interpeller pour dire qu'il y a la lune dans le ciel l'après-midi, c'est celui-là. Et le contrôle du regard et attention conjointe. Simon Baron-Cohen a refait une nouvelle étude en 2000 pour vérifier en fait l'efficacité de son outil. Donc une étude faite en Grande-Bretagne sur une base de un peu plus de 16 000 enfants âgés de 18 mois. Les résultats indiquent que quand on a un échec aux 3 domaines que je vous ai cités, il y a un risque de diagnostic d'autisme par la suite qui est de plus de 83%. Donc voilà, l'aspect prédictif est vraiment vérifié à ce niveau-là. Donc en fait, l'outil, on a voilà, la valeur prédictive qui est très forte, une spécificité assez importante, en revanche une sensibilité un peu moindre. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui peuvent aussi bien se développer sur ces premiers mois et ne reçoivent pas réussissent les items souhaités et malgré tout, ils reçoivent un diagnostic plus tard d'autisme. Donc voilà, c'est pas, il y a des faux négatifs aussi sur ce test. Voilà, donc ça c'est voilà, les 2 sections avec les items concernés. Donc je vous ai mis en gras les items clés. Donc le jeu de faire semblant, le pointage et l'attention conjointe. Donc en fait, si vous avez un échec sur tous ces items, vous vous retrouvez avec un enfant qui présente un haut risque d'autisme. Si on a un échec seulement sur le pointage des proto-déclaratifs, on va être sur un risque moyen. Et le risque faible, ce sont des cotations qui ne vont pas correspondre aux items clés vus précédemment. Donc en fait, dans l'étude, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont évalué les enfants à diverses périodes de leur développement pour voir un peu l'évolution après les résultats obtenus à 18 mois. Donc sur les 16 000, il y en avait 12 qui présentaient un haut risque d'autisme et donc on voit un peu l'évolution du tableau clinique. Donc sur les 12, ensuite, voilà, il y en a 9 qui avaient un diagnostic d'autisme, 2 avec un TED et 1 avec un retard de langage. Et avec voilà, l'évolution du développement fait que voilà, ça évolue encore sous un autre ordre, mais malgré tout, on voit bien qu'au niveau de l'autisme, il y a quand même une certaine stabilité.
Pour le risque moyen, donc il y en avait 20. Et on voit à nouveau leur évolution. Et finalement, voilà, au niveau de ceux qui reçoivent le diagnostic d'autisme par la suite, c'est quand même 1 sur 2 par rapport au nombre d'enfants qui ont reçu le risque moyen. Et le risque faible, voilà, donc là effectivement, il n'y en a aucun qui a développé un retard un autisme par la suite, excusez-moi. Donc la procédure, voilà, l'idée c'est de la faire passer une première fois. S'il y a une réussite, il n'y a pas besoin de faire une action supplémentaire. En revanche, s'il y a un échec, il vaut mieux vérifier. Parce que voilà, à quelques mois après, voir si c'était, voilà, ce jour-là, il était peut-être un peu moins bien. Voilà, en tout cas, il vaut mieux vérifier. Et donc là, si à nouveau, après une deuxième passation, on a une réussite, bon, effectivement, ça pouvait être voilà, un mauvais jour pour la première passation. Donc voilà, pas d'action à engager à ce moment-là. En revanche, si on a un échec, pour le coup un deuxième échec, là l'idée c'est d'orienter vraiment vers l'équipe de niveau 2, enfin, pour le moment donc vers les UED, parce que toutes les équipes de niveau 2 ne sont pas encore en place, mais voilà, à terme ce sera la première instance auprès du niveau 2 de diagnostic simple. Donc le questionnaire, voilà, bon, ça c'est celui que vous avez en fait dans vos pochettes. Donc c'est une cotation simple de type oui/non. Alors là par exemple, moi j'ai pris une version qui est traduite directe de l'anglais. Donc par exemple pour le 3, pour le jeu de faire semblant, on est sur une théière, du thé, ça s'adapte. Vous pouvez prendre du jus d'orange, du lait, voilà, il n'y a pas de souci. Le M-Chat, en fait, l'idée c'était d'augmenter la sensibilité du chat et de pouvoir l'utiliser avec des enfants plus âgés. On retrouve à nouveau des items clés, comme le pointage, le jeu de faire semblant. Il y a un peu plus de réciprocité aussi avec l'imitation, le fait d'amener des objets aux parents. Voilà, ces items-là sont aussi retrouvés. Et si voilà, deux items clés sont échoués, il faut que ce soit une alerte pour envisager un diagnostic plus précis, ou s'il y a trois échecs globaux. Le SCQ, donc questionnaire de communication sociale, c'est à nouveau un instrument de dépistage, pas de diagnostic. Donc il peut être utilisé par tout professionnel sensibilisé aux troubles envahissants du développement. Donc en fait, il s'utilise chez les enfants à partir de 4 ans. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait un niveau de développement qui soit supérieur à 2 ans. Ça s'utilise aussi chez les adolescents. Donc là, ce sont les parents qui remplissent le questionnaire de type oui/non. Et on explore les 3 domaines que voilà, la triade évoquée tout à l'heure. Donc la cotation est assez simple. En fait, le feuillet, il y a une feuille en papier carbone. Donc ça reproduit donc, sur une feuille de résultat ensuite. Voilà, donc ça c'est un exemple du questionnaire. Et donc quand vous avez ouvert le feuillet, vous calculez le score. Si vous avez un score qui est supérieur à 15, c'est qu'il y a une possibilité de diagnostic autiste ou TED, et donc il faut orienter vers une évaluation supplémentaire. On a 2 versions, une pour le dépistage qui voilà, questionne la vie entière de la personne, et une version qui concerne juste les comportements actuels. Donc, voilà, là c'est plus les 3 derniers mois, et ça permet de voir en fait les éventuels changements lors de l'évaluation du projet individualisé par exemple. Du coup, voilà, il ne faut pas oublier que les items du SCQ, on est sur le jugement personnel des parents. On n'est pas sur de l'entretien clinique. L'ADI qui vous sera présenté cet après-midi va un peu plus
être du ressort de l'entretien clinique. Ça dure assez longtemps, alors que là, on est sur voilà, un jugement d'observation des parents qui n'ont pas forcément le même regard qu'un spécialiste sur les comportements d'un enfant. Donc voilà, là je vais vous passer la vidéo. Donc en fait, vous allez voir 3 enfants. Un qui a une symptomatologie assez typique du TED, un autre où on va être sur un profil plutôt intermédiaire, et un enfant où vraiment, là on va voir, on voit les items qui sont vraiment réussis, ce qu'on attend véritablement d'un enfant qui se développe normalement.